Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Allez, au sommaire de cette émission, Bolt, l'application européenne de mobilité, souhaite accompagner ses chauffeurs partenaires dans la réduction des coûts de consommation d'énergie et d'émissions de polluants. Bolt s'associe donc à FlexFuel Énergie Développement qui leur propose une offre exclusive pour la pose d'un boîtier. Jérôme Loubert, directeur business développement de FlexFuel, sera avec nous pour nous en parler. Le métier de la semaine avec Mobiliance, c'est les métiers du dépannage avec Léonello Merlin, l'un des fondateurs du salon du dépannage et du remorquage organisé par le Mobiliance et qui se termine ce soir même dans la plus belle ville du monde, Toulouse. Et pendant la période hivernale qui s'étend du 1er novembre au 31 mars, désormais vous devrez vous équiper, en tout cas votre voiture, de pneus hiver ou détenir des chaînes à chaussettes ou à neige dans 34 départements. On fera le point avec Coralie Maslow, directrice marketing et communication d'Allo Pneus. Créée par 3 bikeuses, Caroline, Camille et Anastasia, Eudoxie est une marque bordelaise pour motards à l'esprit rock'n'roll. Pour promouvoir le girl power, elles ont créé des vêtements, décorent des motos et organisent des road trips entre femmes. Camille Pigeonnier, cofondatrice d'Eudoxie, sera avec nous et je suis sûr qu'elle va nous reconnaître en Harley Davidson. Absolument. Allez, bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un nouveau partenariat entre Bolt et FlexFuel. Jérôme Loubert est avec nous, directeur business développement. Bonsoir Jérôme Loubert. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. D'abord, l'opération FlexFuel, on rappelle quand même que ce sont les boîtiers bioéthanol et votre partenaire Bolt qui est une plateforme de mobilité. Quel a été finalement le lien entre vous deux? Qu'est-ce qui a fait finalement que ça matche? Eh bien, nous, on fait faire, notre métier, c'est de faire des économies aux automobilistes, à tous les automobilistes, et les chauffeurs VTC et les chauffeurs de taxi sont des automobilistes à part entière qui passent énormément de temps dans leur véhicule, et donc ils font d'autant plus de kilomètres et donc d'autant plus d'économies. Et donc, ça a été naturel pour nous depuis un certain nombre d'années de proposer nos services, nos technologies au service des professionnels de la route, que ce soit des ambulanciers, des taxis, des VTC, des flottes automobiles, et Bolt a répondu présent et a été très intéressé par les alternatives écologiques et évidemment économiques qu'on a pu leur proposer. Et on est très heureux de pouvoir démarrer ce partenariat d'ampleur puisqu'il s'agit là d'un leader mondial de la mobilité. Et donc Bolt va pouvoir faire profiter à ses chauffeurs, et aux nouveaux potentiels chauffeurs, d'une offre exclusive de boîtiers éthanol qui permettra d'économiser plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros par an pour l'ensemble des chauffeurs équipés. Alors, rappelez-nous une chose, Bolt exactement, qu'est-ce que c'est? Parce que tous les auditeurs ne le savent pas automatiquement. Alors, Bolt, c'est une application de mobilité, mais également donc de location de trottinettes, par exemple, électriques, et qui permet d'avoir donc des prestations de transport directement via l'application. On réserve son chauffeur et on a son trajet pour des tarifs compétitifs. Et évidemment, qui dit tarif compétitif dit nécessité d'avoir des moyens de mobilité raisonnables en termes de tarifs. Et donc le bioéthanol contribue aux chauffeurs, pour les chauffeurs, à avoir un coût au kilomètre faible. Et également un impact écologique faible. Il y a énormément de chauffeurs Bolt qui sont déjà très préoccupés par l'écologie, qui roulent avec des véhicules hybrides. Et donc l'éthanol vient parfaitement compléter l'hybridation des véhicules, qu'elles soient légères ou en hybride rechargeable. L'occasion aussi de rappeler ce qu'est l'éthanol à la pompe, bien entendu, Jérôme Loubert. L'éthanol à la pompe, c'est le carburant le moins cher du marché. C'est 1 euro le litre. C'est près de 90 centimes d'écart avec le samplon 95 de 10. Ouais. Et c'est donc 500 euros d'économie par an pour 13 000 km, 900 euros pour 20 000 km. Et c'est donc un moyen de mobilité à la fois écologique et le plus sobre. C'est le carburant du pouvoir d'achat. Alors Bolt, c'est réparti un peu sur l'ensemble de la planète. Vous êtes une entreprise française. Est-ce que cet accord, il est pour Bolt France, ou on va voir un peu plus loin, Bolt Europe, voire voyons encore plus loin, Bolt Monde? Alors pour l'instant, c'est Bolt France. Le bioéthanol est dépendant de sa distribution. Aujourd'hui, les pays concernés sont assez rares. La France distribue du bioéthanol largement et la France propose du bioéthanol dans plus de 3500 stations. Il y a d'autres pays qui distribuent du bioéthanol, mais à ce jour,
la synergie avec Bolt va démarrer par la France. Alors, il y a toujours plein de questions qui se posent au sujet des boîtiers bioéthanol. Ceux qui nous écoutent, de se dire, certainement, comme les voitures de chez Bolt, de se dire, voilà, j'ai une voiture que je viens d'acheter, j'ai une garantie. Est-ce que, voilà, il y a pas mal de choses qui sont dites autour du bioéthanol et du boîtier. Aujourd'hui, si on monte un boîtier, est-ce que effectivement ça change quelque chose sur votre carte grise? Est-ce que ça change quelque chose sur sur la garantie automobile? Alors, on a la chance, en plus, avec Bolt, d'avoir un retour d'expérience extrêmement long, puisque avant l'initiative de l'entreprise ou avant l'initiative d'autres entreprises de mobilité, qu'elles soient par exemple des groupements de taxis, on a des utilisateurs de très longue date. Et l'avantage des utilisateurs type taxi, c'est qu'ils font énormément de kilomètres et qui nous permettent d'avoir un recul d'autant plus important sur la longévité. Et donc, on a d'excellents retours et c'est là-dessus qu'on a pu se baser pour convaincre Bolt de préconiser ce type d'installation. Et il n'est pas rare de pouvoir trouver un certain nombre d'utilisateurs qui ont des Toyota, des Lexus, par exemple. Je vais dire une troisième marque, des Renault. Les Arcana sont très primés en hybride aussi avec les installations éthanol. Et on a 300, 400, 500 000 kilomètres de recul sur ces véhicules. En termes de garantie, les boîtiers sont homologués. On préserve la garantie constructeur quand le véhicule est sous garantie. Pour tout ce qui est parti en contact avec le bioéthanol, là, on a des garanties qui prennent le relais et l'offre Bolt prend en considération une garantie complémentaire qui est d'1 an ou 15 000 km supplémentaires qui permet de couvrir l'utilisateur, le VTC Bolt, vraiment sur tous les aspects et de le tranquilliser, qu'il fasse des économies d'une part, mais surtout qu'il ne soit pas embêté sur le long terme. Jérôme Loubert, Sud Radio, parlons vrai, c'est écrit sur le slogan. Je vous l'avoue, il y a quelques jours, j'ai été en délocalisation, malheureusement, sans Cécile, dans le sud-ouest. Vous m'aviez manqué d'ailleurs. Oui. Et j'avais un taxi à Toulouse qui nous a amené avec l'équipe technique. Il avait, je peux vous le dire, une Toyota Prius hybride et équipée avec boîtier. Et il avait 540 000 km au compteur, ce qui fait quand même, surtout en zone urbaine comme Toulouse, un très beau palmarès. Et est-ce qu'il y a par contre, vous avez nommé Renault, Toyota, Lexus, et Toyota, Lexus, c'est les mêmes moteurs. Est-ce qu'il y a des moteurs sur lesquels il vaut mieux éviter l'éthanol, pour parler vrai? Alors nous, on n'installe pas des moteurs. Ah, on vous entend plus. On vous a perdu. Allô, Jérôme Loubert. Oui, vous m'entendez? On vous entend à nouveau là. Allez-y. D'accord. Donc je disais, oui, il y a les Renault 1,2 litre TCE, on ne les équipe pas, ce sont des motorisations proscrites. Elles commencent à être un petit peu plus âgées, donc on les voit beaucoup moins, surtout chez les VTC. Et puis il y a des motorisations pour lesquelles ce n'est pas le fait qu'on n'installe pas, mais il faut faire des modifications, ou en tout cas, il y a des prérequis à l'installation. Les 1,2 litre PureTech du groupe PSA, par exemple, sont des moteurs à contrôler avant. Il faut contrôler les injecteurs, il faut contrôler les pompes. Il y a des fragilités sur ces organes-là. Et il faut donc s'assurer que tout a été bien fait chez le constructeur, que les véhicules soient bien révisés au préalable. Mais sinon, il n'y a pas de modification. Tous ces véhicules-là sont généralement conçus pour pouvoir être en contact de l'éthanol. Il suffit de les optimiser par un boîtier. Et il ne faut pas se priver de mettre un boîtier. Aujourd'hui, beaucoup de chauffeurs font un peu de mélange, roulent sans boîtier, font des reprogrammations. Là, l'égalité, ça, pour le coup, c'est compliqué. Professionnel. Oui, c'est ça. Quand on est professionnel de l'automobile, je pense qu'on se doit d'avoir un véhicule en parfaite légalité, en parfaite conformité, parfaitement assuré, on porte des gens. Et bien la somme est modique. L'offre Bolt permet d'avoir un coût absolument modique. Un certain nombre de régions qui concernent les VTC Bolt profitent de subventions. Donc, il ne faut plus hésiter pour pouvoir s'équiper. La somme est vraiment dérisoire par rapport aux économies apportées par le boîtier. Mais même pour les particuliers, Jérôme Loubert, il y a quand même pas mal d'aides de régions aujourd'hui un petit peu partout. Bien sûr, et les régions nous ont même contactés récemment, puisque évidemment des aides vont être renouvelées, mais on n'a jamais la certitude. Et les régions ont encore des budgets conséquents. Je parle de la région Île-de-France, la région Sud, les Hauts-de-France, qui ont des budgets encore conséquents à utiliser avant la fin de l'année. Et les subventions vont de 400 à 500 euros pour pouvoir s'équiper d'un boîtier et avoir un reste à charge de 300, 400 euros, ce qui permet de rentabiliser extrêmement rapidement, surtout avec des facilités de paiement qui peuvent démarrer à partir de 25 euros par mois pour son boîtier.
c'est l'assurance de faire des économies dès le premier plein. Et pour ceux qui ont un véhicule de société, alors que ce soit un 2 places ou un 4 places, est-ce que la TVA est récupérable sur le carburant? Est-ce qu'on a une remise de taxes sur les véhicules de société qui parfois coûtent une fortune aux entreprises parce que c'est en milliers d'euros? Quels sont les avantages fiscaux pour les entrepreneurs? C'est large, hein, ça va de la récupération de TVA, de la TVS, récupération de TVA sur le véhicule, pas sur le véhicule, sur le carburant, pas sur le carburant. Vous avez 2 heures. On a l'autorisation, on a la validation de la récupération de TVA. Ça, c'est comme sur l'essence ou sur le diesel, hein, puisque maintenant il n'y a pas malheureusement d'avantage à la TVS, mais la grande majorité là pour le sujet qui nous concerne sont en hybride, et donc les hybrides n'ont pas de TVS. Et puis malheureusement les malus CO2 ne nous concernent pas puisque on travaille essentiellement sur des véhicules d'occasion. Il faut qu'un véhicule ait déjà été immatriculé une première fois pour profiter d'une conversion à l'éthanol et d'une carte grise écologique. En parlant des zones à faible émission, est-ce que on peut imaginer bientôt que une voiture équipée au bioéthanol puisse tomber de critères ? Oui, on travaille sur ce sujet. On espère que l'État nous entend à ce sujet. Il y a eu récemment des arrêtés pour l'élargissement des rétrofits électriques pour faciliter le rétrofit électrique. Donc il y a des gestes qui sont faits pour la filière du rétrofit. On espère que notre filière du bioéthanol sera également entendue, puisque, preuve à l'appui, les véhicules bioéthanol sont beaucoup plus sobres et vertueux écologiquement que les véhicules à essence. Et donc, il serait normal qu'une vignette spécifique, ou en tout cas qu'une vignette critère 1 soit attribuée à l'ensemble des véhicules qui sont concernés par l'arrêté d'homologation des boîtiers éthanol. Mais Jérôme Loubert, vous avez parlé des boîtiers éthanol, il y a aussi des véhicules équipés en première monte, je pense notamment à Ford par exemple, ou à Jaguar, hein, je vais citer 2 marques, Range Rover exactement. Et est-ce que dans ces cas-là, en première monte, vous disiez pour avoir les avantages fiscaux, comme il faut déjà immatriculer la voiture avant de poser un boîtier, ça marche pour une voiture de première monte origine usine? Alors, la combustion du véhicule n'est pas une nécessité pour ne pas avoir de TVS, c'est les émissions de CO2. Si votre véhicule, comme par exemple une Ford Focus éthanol, est en dessous de 120 grammes, vous n'aurez pas de TVS. Si elle est au-dessus de 120 grammes, vous aurez de la TVS, malheureusement. Rappelons, Jérôme Loubert, que finalement l'éthanol, c'est français, le bioéthanol. C'est français. On remercie, je le fais à chaque fois, nos agriculteurs pour la production du bioéthanol, le blé, les betteraves, les résidus de marc de raisin, qui permettent de faire un biocarburant qui est particulièrement vertueux, qui s'améliore tous les ans, qui permet d'avoir 70% d'émissions de CO2 en moins et 90% de particules en moins. C'est bon pour la qualité de l'air, pour la santé et aussi pour la planète. Mais est-ce que l'éthanol va encore évoluer? Parce qu'en général, vous l'aviez dit, c'est du reste de marc de raisin, de la betterave. Est-ce qu'on peut arriver, parce que la demande augmentant, il faut bien fournir, et en France, malgré les réchauffements climatiques, c'est pas demain qu'on va faire de la canne à sucre dans la Beauce ou dans la Limagne. Est-ce qu'il y a d'autres végétaux qui vont arriver pour faire des éthanols de Xème génération? Alors l'éthanol va s'optimiser, s'améliorer encore, et il va s'améliorer, il doit s'améliorer pour une raison simple, c'est que la neutralité carbone va nous être imposée en 2035. Et donc, c'est pas la fin du thermique, c'est la fin des carburants qui ne sont pas neutres en carbone. Et donc, l'éthanol, de par l'optimisation de sa production, de par son mix potentiel avec, par exemple, les carburants de nouvelle génération, les carburants de synthèse, va atteindre cette neutralité carbone et on pourra avoir, et on a déjà d'ailleurs, des véhicules qui roulent à l'éthanol qui sont tout aussi vertueux, voire plus vertueux que des véhicules électriques. C'est le cas des véhicules hybrides rechargeables éthanol qui ont un meilleur rapport écologique que les véhicules électriques. Merci beaucoup Jérôme Loubert, directeur business Merci à vous. Développement de Flex Fuel. L'occasion de rappeler ce partenariat avec Bolt, l'application européenne de mobilité qui accompagne ses chauffeurs partenaires dans la réduction des coûts de consommation d'énergie et d'émissions polluants, d'où ce partenariat avec l'entreprise Flex Fuel Énergie Développement. Vous restez avec nous. Dans un instant, on vous parlera finalement du métier de la semaine avec Mobiliance, et c'est le métier de dépannage. Néo Merlin sera avec nous, l'un des fondateurs du salon du dépannage et du remorquage. À tout de suite. Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
Et les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. C'est une façon aussi de vous annoncer les nouveautés aussi dans le monde de l'automobile, les métiers aussi, parce que c'est important les métiers. Et comme chaque semaine, on met en exergue un métier du syndicat Mobiliance. Et cette semaine, c'est le métier de dépannage. Et Léonello est avec nous. Léonello Merlin, très joli prénom, on le disait hors antenne. Oui. L'un des fondateurs du salon dépannage et remorquage organisé par Mobiliance. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, ce métier de dépanneur qu'on aime beaucoup, et heureusement que vous êtes là. De temps en temps. Souvent même. Mais on n'est pas très heureux de vous voir, même si on vous adore. C'est quand même. Nous sommes des gens sympathiques. C'est vrai, absolument, absolument. Ce métier de dépanneur. Je dis toujours, c'est les Saint-Bernard de la route. C'est vrai. C'est vrai. Exactement, les Saint-Bernard. Donc là, on le disait tout à l'heure à l'antenne, finalement, il y a eu un salon du dépanneur. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Il était à Toulouse. Et oui, c'était à Toulouse. Alors, ce salon, je l'ai créé il y a 16 ans à Toulouse. Ensuite, comme c'est un salon qui est gratuit, il n'y a que les exposants qui le financent. Oui. J'ai délocalisé à Albi parce que c'était beaucoup moins cher. Et puis Albi, c'était un petit peu mes premiers amours puisque j'avais passé mon CAP de dessinateur là-bas. Voilà, une ville avec une très belle histoire que je vous raconterai pas, bien sûr. Tout le monde connaît l'histoire d'Albi et on a trouvé là-bas un accueil formidable, un parc des expos qui allait bien. Oui. C'était un petit peu gênant pour les gens qui étaient venus, puisque il fallait passer Toulouse pour avoir l'autoroute pour installer. Ouais. Mais c'était très convivial. Moi, j'ai bien aimé. Et cette année qui est la 16e édition, nous l'avons relocalisé au nouveau parc d'exposition qui se trouve à Toulouse et je reconnais que c'était quand même une belle réussite. Alors avant tout, on parle de dépannage, mais on parle de sécurité avec vous, Léonello Merlin. Forcément, le dépanneur, la sécurité, c'est un enjeu primordial. Hein. Alors, c'est un enjeu primordial d'abord parce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'époque où on veut gagner du temps partout, donc tout le monde s'est limité à 130, mais tout le monde roule à 140. Et il y a très souvent beaucoup de fatigue et d'inattention. Peut-être. Et d'inattention, voilà. Je ne parlerai pas des autres choses qui perturbent nos conducteurs, enfin pas les nôtres, les conducteurs aujourd'hui, puisque j'ai été inspecteur à la sécurité routière, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Dont les téléphones à la main, j'en passais des mains, c'est ça. Le téléphone à la main et le gros fléau, c'est quand même Madame la fumette. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous mettons à la disposition des services d'autoroute à tour de rôle, puisque chaque entreprise, nous travaillons sur 7 jours pleins. Et pendant 7 jours, 24 heures sur 24, nous sommes obligés d'assumer les dépannages des voitures et des camions. Qui dit camion, dit dépannage imposant. Oui. Et nous avons besoin que les gens que nous employons et qui sont... C'est une grande famille, le dépannage. Il ne faut pas croire que... justement, c'est une grande famille. Vous êtes 5630 entreprises, c'est ça ? Oui, c'est possible, oui. Je les ai pas comptés, mais si vous le dites, je vous crois. C'est les chiffres de Mobiliance, alors il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Oui. Hein. Non, oui, parce que chez nous, tout est répertorié. Alors ce qui est important de dire, c'est que vous avez des délais forcément d'intervention. C'est quoi aujourd'hui ? C'est-à-dire entre le moment où on vous appelle et le moment où vous intervenez, vous avez un délai de combien de temps ? Alors, nous avons 2 délais. Il y a un premier délai pour l'automobile, le dépannage automobile, qui est de 30 minutes. C'est-à-dire que après l'appel, il faut que dans les 30 minutes, nous soyons sur place pour pouvoir dépanner tout ce qui est automobile, moto,
ça va jusqu'à Pontonnet-Slex. D'accord. Et vous, c'est voiture léger et poids lourd aussi. Hein. On est sur les deux activités. Alors, moi, j'ai les deux activités. J'ai tout ce qui est voiture et j'ai les camions. Les camions, nous avons 45 minutes. 45 minutes, un camion de dépannage doit peser à peu près 25 tonnes. Oui, c'est ça, oui. C'est ce qui est assez compliqué. Merci beaucoup, Léonello Merlin. Merci beaucoup. L'un des fondateurs du salon du dépannage et du remorquage. Et on vous rappelle que en cas d'intervention sur l'autoroute, faites très attention, mettez-vous bien sur la file de gauche pour laisser travailler forcément ces hommes au dépannage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez là. À très bientôt. On va vous parler des pneus d'hiver parce que oui, ça va devenir obligatoire et on va vous expliquer dans quel département, surtout dans quelle situation. On en parle dans un instant. À tout de suite. Qui font rouler la France, il y a de l'actu finalement autour de l'automobile. Et à partir du 1er novembre jusqu'au 31 mars, vous devrez équiper votre véhicule de pneus hiver. On va tout vous expliquer. Coralie Maslow, directrice de marketing et communication d'Allo Pneus, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci. Vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend très bien. Merci d'être avec nous. Donc, arrive cette échéance du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Quelles sont les dispositions qu'il va falloir porter à notre véhicule ? Alors, vous parlez de la loi montagne. En effet, à partir du 1er novembre de lundi jusqu'au 31 mars 2024, vous devrez être équipé obligatoirement dans 34 départements français concernés. Donc, c'est pratiquement 30% des départements aujourd'hui en France, presque une commune sur 6. Vous devrez être obligatoirement équipé de 4 pneus 4 saisons ou 4 pneus hiver. Voilà. Donc ça, c'est ce que prévoit la loi. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des équipements type accessoires. Ce sont surtout pour des déplacements occasionnels, bien sûr, lors de départ en vacances, comme des chaînes ou des chaussettes pour 2 pneus, pour deux roues motrices, en fait, voilà, que vous devez avoir dans votre véhicule. Alors, une question c'est l'un ou l'autre, pardon, qu'on comprenne bien, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. À partir du moment, voilà, après, j'imagine que je vais vous expliquer ce qu'est la différence entre un pneu 4 saisons ou un pneu hiver ou un pneu été. Mais en effet, c'est ce que prévoit la loi. Je voulais déjà vous poser une question géographique. On va prendre, Sud Radio, les Pyrénées. On est obligé d'avoir des pneus hiver, même quand on est dans la plaine ou sur la côte basque dans les Pyrénées-Atlantiques, alors qu'il neige très rarement à Biarritz ou à Bayonne. C'est tout le département ou c'est uniquement les zones montagnardes, par exemple dans les Pyrénées-Atlantiques à Gourette, par exemple. Alors, le mieux, en effet, c'est de se rendre et de voir exactement, puisque en fait, le décret qui a été donné, normalement, concerne 45 départements. Aujourd'hui, les préfets de région ont pris un arrêté pour 34 départements. À l'intérieur de ces 34 départements, toutes les communes ne sont pas concernées. En général, vous le voyez à travers un panneau qui est indiqué à l'entrée en sortie de route que vous devez être équipé. Donc, le mieux, c'est d'aller vous renseigner, en effet, sur Internet pour bien voir les communes concernées et puis de faire confiance, bien évidemment, aux panneaux de signalisation. Après, ce que je veux rappeler, c'est que oui, la loi montagne, c'est un élément important, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le froid, en fait, concerne tous les départements en France. Aujourd'hui, alors c'est vrai que ces derniers temps, la météo a été plutôt clémente. Oui, et ça ne dure pas. L'alerte froid, en général, on sait à partir du changement d'heure d'hiver qui va avoir lieu, du passage à l'heure d'hiver qui va avoir lieu ce week-end, dimanche. On sait que voilà, on arrive dans une saison automnale. Il commence à faire un peu plus froid, les chaussées sont plus mouillées. Voilà, donc en fait, l'équipement hiver, que ce soit en pneus 4 saisons ou hiver, concerne en fait tous les départements. Bien sûr. On considère qu'à partir de 7 degrés et en dessous de 7 degrés, vous devez avoir un équipement qui vous assure une sécurité, une tenue de route optimale. Voilà, Coralie, les distances de freinage sont plus longues. Coralie Maslow, forcément, elle ne vient pas par hasard, cette loi. Elle est là aussi parce que ces routes, à cette période de l'année, sont accidentogènes. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une étude de Michelin qui le dit, 60% des accidents sont faits sur des routes qui sont des routes froides et pas forcément enneigées. Ça, c'est un point extrêmement important à prendre compte. C'est pas la neige qui est cause d'accidents, c'est souvent le mauvais équipement dû au froid.
Voilà. Alors, les automobilistes aujourd'hui sont très concernés. Ils sont très concernés par la loi montagne. Ils sont très concernés par l'équipement nécessaire en cas de météo changeante. Mais voilà, on est là aussi pour rappeler que ces points de sécurité, c'est extrêmement important aussi. Et la sécurité routière le fait aussi très bien. Alors, Coralie Masselot, qu'est-ce qui différencie un pneu hiver d'un pneu été et d'un pneu 4 saisons? Dites-nous tout, parce que pour le commun des mortels, c'est pas évident. Alors, je vais essayer d'être je vais pas rentrer dans la technicité, mais déjà, un pneu été, bon, il a le nom du pneu été. Il est en maillot de bain, c'est ça qui est bien. Exactement. Il faut être un véhicule, on va dire, c'est comme quand on est habillé, il faut être bien chaussé. Voilà, pour être bien chaussé. Je veux juste rappeler un point important, c'est le pneu, c'est le seul organe qui vous permet, c'est le seul élément de la voiture qui vous fait reposer sur la route. C'est la taille d'une carte postale, d'une feuille de papier, donc c'est extrêmement important ce que je disais en termes d'adhérence, de sécurité, de tenue de route. Le pneu été, à partir de 7 degrés et en dessous, il perd en performance. Voilà, la distance de freinage, la tenue de route, la gomme en fait au contact d'un sol froid, elle se durcit et la distance de freinage, elle devient beaucoup plus longue. Voilà, donc il a une gomme et une sculpture qui est extrêmement performante en été, mais ça s'arrête là. Après, vous avez deux pneumatiques qui sont le pneumatique 4 saisons ou le pneumatique hiver. Alors, un pneumatique 4 saisons, comme son nom l'indique, c'est un pneumatique qui est pour toutes les saisons. C'est un très bon compromis pour toute l'année. Ça évite de faire une permutation été-hiver, qu'on fait généralement au changement d'heure d'hiver ou changement d'heure d'été. Les automobilistes qui habitent en zone montagneuse, notamment en petite montagne ou moyenne montagne ou plus haute, le savent, sont généralement très bien équipés et le savent. Par contre, le pneu 4 saisons, c'est voilà, il a des performances en été. Il a aussi des bonnes performances en hiver, mais dans des conditions climatiques qui sont beaucoup plus douces. Voilà, ça va être du sol sec, froid, généralement mouillé, mais avec peu de neige. Donc, sa sculpture, sa gomme fait qu'il a une gomme beaucoup plus souple et une sculpture qui lui permet, voilà, d'avoir une bonne adhérence. Il y a ce qu'on appelle de la lamellisation, il y a une bonne adhérence. Et puis, il a un profil en V qui va lui permettre d'évacuer la pluie, etc. Et c'est pareil, en matière de freinage, il n'y a pas trop de déperdition non plus. Il n'y a pas de déperdition, bien sûr. Ouais. C'est l'objectif d'avoir un pneu 4 saisons. Et après, le pneu hiver, là, il vous offre, il a une adhérence, bien évidemment. Alors, il est déjà, sa structure est étudiée pour avoir des performances dans des conditions de froid importantes. Voilà. Il a une adhérence qui est à toute épreuve. Il a une performance qui est importante même à basse température. Et surtout, il va avoir une spécificité, c'est qu'il est utilisé dans des conditions hivernales plus importantes que le pneu 4S. C'est-à-dire, vous allez avoir une structure, un profil beaucoup plus de lamelles, c'est-à-dire qu'il va agripper le sol dans des conditions de neige, etc. Il va mordre le sol et ce qui va faire qu'il va avoir une extrêmement bonne adhérence. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il est adapté quand vous prenez la route de manière régulière dans des régions où, en effet, les températures sont basses, où vous avez des conditions climatiques d'enneigement plus importantes, beaucoup plus élevées. Saison qui est plus occasionnelle. Coralie Masselot, parlons vrai, parlons de choses qui fâchent, les prix, parce que c'est ça qui est important aussi, dans les fourchettes de prix de ces pneumatiques. Alors, c'est difficile de vous donner une fourchette de prix parce que, en fait, la fourchette de prix, elle va dépendre de plusieurs choses. Mais je vais essayer de vous en donner une, en effet, parce que le pneu, vous avez toutes les gammes de prix, bien évidemment. On a ce qu'on appelle généralement les pneus premium. Je vais surtout parler des pneus premium parce que, oui, ce sont des pneus qui sont importants. Ce sont tous les grands manufacturiers européens aujourd'hui qui investissent dans de la recherche et du développement pour vous offrir le bon pneu. Voilà, ça c'est important, avec les bons marquages aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la loi montagne oblige d'avoir un marquage, ce qu'on appelle 3 PMSF, c'est-à-dire c'est un petit marquage sur le flanc du pneu. Si vous avez une montagne avec 3 pics, un petit flocon à l'intérieur, et ça c'est une homologation qui est vérifiée, qui vous certifie que le pneu, qu'il soit 4 saisons ou hiver, est performant en conditions climatiques hivernales. C'est très important parce que la loi montagne, elle spécifie cet élément-là. Oui, elle est très réglementée. Oui, mais c'est pour une question de sécurité. Puis, blocage sur les routes, comme on l'a vu quand il y a des incidents climatiques, absolument. Voilà, qui arrivent sans le savoir. Alors, sur le prix, pour revenir sur le prix, si je regarde les pneus premium, c'est vrai que les pneus premium sont des pneus qui sont
un peu plus cher que des pneus, ce qu'on appelle quality, c'est-à-dire d'un tiers qui offre des excellents rapports qualité-prix. Ce sont des manufacturiers d'ordre européen qui les développent. Globalement, on va tourner en fonction de votre véhicule, parce que là aussi, que vous ayez une citadine, une berline ou un gros SUV, vous avez un panel dimensionnel qui est très large. Vous avez du 16 pouces, 17 pouces, ça monte presque jusqu'au 21 pouces. Donc il nous reste 10 secondes. Juste, alors, pour dire sur le prix, le prix va osciller généralement. Vous avez une fourchette de prix qui va être assez large. Ça va de 60 €, 80 €, ça peut monter jusqu'à 300 € selon votre panel dimensionnel et selon votre véhicule. Voilà. Okay. Globalement, ça vous donne une fourchette de prix. Bon, Après, sur le site, vous allez retrouver tous les prix. Tous les conseils qu'il faut pour pouvoir choisir adapter en tout cas les pneumatiques nécessaires à notre voiture et à l'utilisation de notre voiture. Merci beaucoup Coralie Maslow d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Directrice marketing et communication d'Allo Pneus. Et donc en quelques instants, deux jeunes femmes qui ont créé une jolie marque. Ça s'appelle Eudoxie, une marque bordelaise avec plutôt un esprit rock'n'roll et elles ont un look plutôt rock'n'roll. On va en parler dans quelques instants. C'est un peu ce qu'on appelle le girls power, comme on dit, c'est ça ? Allez, on en parle. On va faire le boy power aussi. Fais une petite pause. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et les vraies voix qui font rouler la France, c'est aussi l'actualité bien entendu de l'automobile, mais pas que, puisque c'est effectivement l'actualité de la mobilité. Et dans la mobilité, il y a forcément, à un moment donné, il faut s'habiller. Et on est tombé sur une très jolie marque qui s'appelle Eudoxie, la marque de vêtements de moto pour femmes. Camille Pigeonnier est avec nous, cofondatrice. Bonsoir, merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir. Donc c'est plutôt sympa de s'adresser à une motarde, ce qui est assez rare. On se posait la question hors antenne. Quelle est la proportion aujourd'hui de motardes par rapport au nombre de motards ? Alors c'est plutôt faible, mais ça augmente vraiment. Moi je le vois depuis 6 ans, ça a vraiment beaucoup augmenté. On est autour de 20% de femmes, 80% d'hommes, et vraiment de conductrices, sans compter les accompagnatrices, on est plutôt autour de 10-15% quand même. Alors présentez-nous Eudoxie, votre marque de vêtements de bikeuse, si le mot existe. Ouais, c'est ça, bikeuse, rideuse, c'est des mots qu'on aime bien. Ouais. Même plus joli que motarde, je trouve, parce que j'ai un peu du mal avec ce mot motarde. Ouais. Mais donc la marque a 6 ans, on a commencé à créer cette marque parce que il y avait un véritable engouement autour de la moto préparée, avec des influences de surf, de skate, et c'est vrai que de course aussi. Et on s'est dit c'est bien, mais en fait est-ce qu'on peut se trouver des fringues pour nous, pour les femmes, Pourquoi ça n'existait pas aujourd'hui ? Ça n'existait pas. Il y avait une offre qui était assez faible. En fait, les équipementiers moto, ce sont que des grosses entreprises qui sont là depuis vraiment longtemps sur le marché. Il n'y a pas vraiment de nouvelles marques. Et notamment pas de marque qui s'intéresse à la femme, puisque la femme est un pourcentage très très faible sur le marché. Et donc c'était toujours compliqué. On entendait toujours dire mais moi la moto je trouve pas de veste, ou alors il y a juste un petit dessin rose sur la veste, mais elle me va pas, ça n'adapte pas à ma morphologie. Ou c'était très classique, ou c'était pas ou c'était mal taillé quoi. Et nous on s'est dit quand même c'est hyper cool une femme qui conduit une moto. Alors on voulait sortir en plus des schémas un peu, parce que la moto, quand on pense femme qui fait de la moto, on est plutôt sur la garçonne ou la femme objet. Et en fait nous on voulait faire une marque pour des femmes féminines en fait qui ont envie de conduire des motos. Et c'est pour ça que nous forcément on aime bien le côté rock'n'roll, et donc on a commencé à faire des perfectos en cuir, des vestes comme je porte là, on ne voit pas la radio, mais c'est des vestes qui ressemblent au championnat NASCAR, donc on a réadapté. Et en fait moi ce que j'aime bien, c'est qu'on fait de la moto depuis très longtemps avec mon associé qui crée les vêtements. Et on prend des codes de la moto et on les féminise et on les réactualise, comme le pins, le patch, la veste en cuir. C'est ça qui est intéressant, c'est de jouer vraiment avec ces codes-là et se les réattribuer. Et les femmes se sont tout de suite associées à cette marque en se disant ça y est, c'est pour nous ? Ouais, en fait ce qu'on voulait faire en créant cette marque, c'est vraiment créer une expérience. C'est-à-dire que la femme qui va porter le t-shirt Eudoxie, elle va se
ça va se sentir appartenir à une communauté, parce qu'en fait la moto c'est une communauté. C'est une grande famille. C'est une grande famille, ouais, c'est ça. Il y a vraiment pas mal d'échanges entre les gens qui font de la moto, et c'était un peu ce truc-là. Et il fallait aussi être vrai quand on a présenté ce projet, parce qu'on peut être vu comme une arriviste. Ah ouais, t'as senti le bon filon et tout ça. Non. Et beaucoup de gens au début, quand on a monté la marque, nous demandaient mais tu fais vraiment de la moto? Escroc. Est-ce que finalement c'est quoi le profil de la cliente aujourd'hui en matière d'âge par exemple? Parce que est-ce que y a une vague de jeunes femmes qui arrivent? Ouais, alors nous on s'adresse vraiment à toutes les femmes. Donc on fait du XS au double XL. On fait aussi sur demande d'autres tailles, plus petites, plus grandes. Donc on essaie vraiment. Vous faites bibendum pour Philippe David ou pas du tout? Pas encore. Bibendum c'est pour les pneus, c'était C'était avant. J'aurais dû le dire avant. Et oui, et du coup, on s'adapte vraiment à toutes les morphologies. On veut parler à toutes les femmes, et on fait passer pas mal de permis. Aujourd'hui, on a un partenariat, par exemple, avec ECF, l'école française de conduite. Voilà, de conduite française. Et on fait passer le permis à des influenceuses lors d'un road trip. On va chercher des profils en fait qui pourraient s'intéresser à la moto, et on leur donne l'envie de faire de la moto. Et vous avez fait quand même une belle performance. 6 ans que vous existez, vous êtes maintenant dans 20 pays. Ouais. Comment vous êtes dans quel pays? On est en Corée du Sud, on est au Japon, on est en Chine, Australie, États-Unis, Canada. D'ailleurs, on a fait un road trip récemment. Dans la région de Vancouver. Racontez-nous. C'était extraordinaire. Donc, on a été invité par l'Office du tourisme canadien à Vancouver pour faire découvrir Vancouver en moto. Donc, on est parti 5 jours avec des journalistes sur des Harley, et on a fait vraiment visiter toute la ville. Donc, le centre-ville de Vancouver. On est parti aussi dans les terres. On est parti à Hope, qui est le pays de Pocahontas. Donc, truc de dingue, des routes superbes, des trains qui sifflent, des trains de marchandises hyper longs, la rivière, enfin vraiment génial. Mais quelle image on a, nous, les motards français, en tout cas, par rapport aux États-Unis ou par rapport à certains pays? Est-ce qu'on est un pays qui compte dans la moto à l'international? Alors, je n'ai pas les statistiques pures, mais on est un des premiers pays motards dans le monde. Ah bon? Finalement, on a vraiment l'impression qu'aux États-Unis, ils roulent beaucoup en moto, mais pas forcément, parce que les routes sont pas forcément aussi belles qu'en France, c'est-à-dire aussi bien entretenues. Et pour rouler en moto, il faut une route bien entretenue. On comprend. Camille Pigeonnier, vous lancez une gamme pour hommes là, qui s'appelle Brox. Brox, ouais. Alors parlez-nous de Brox. Brox a été lancé il y a 2 jours exactement, on a lancé le site internet. Donc on s'est dit que comme on parlait aux femmes, on allait aussi parler aux hommes, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de marques lifestyle ou de marques mode en fait qui parlent aussi aux motards. Ce qui est quand même assez incroyable. Je découvre quand même un monde incroyable de se dire mais comment ça n'a pas existé avant. Pardon, je vous ai coupé. Ah oui, mais c'est tant mieux pour vous, tant mieux pour c'est incroyable, la sensation de rouler en moto. Je le souhaite de le découvrir à chacun. Quand on monte sur une moto, qu'il y a des gens qui vous regardent autour, on a l'impression que vous venez de finir un show, un spectacle, et que les gens vous applaudissent. C'est un truc de fou. On a une sensation, et en tant que femme, un respect dans les yeux de tous, est incroyable. Sur votre combinaison, il y a écrit Split Chain. Ouais. C'est de l'autre côté. C'est en France. Vous n'allez pas qu'au Canada. L'an dernier, vous l'avez fait en France entre Normandie et Bretagne, du 2 au 5 juin. Et cette année, c'est du 23 au 26 mars, ça va se passer où et comment? Alors où, on ne sait pas encore, mais en France, ça c'est sûr. On n'a pas encore fait la roadmap. Là, on est en train d'inviter les participantes à ce Split Chain. Donc le Split Chain, ça fait 5 ans que ça existe. C'était aussi pour promouvoir la moto au féminin. Donc on invite des filles qui ont des parcours atypiques. Ça va être des chanteuses, ça va être des championnes de snowboard. Radio. On peut inviter des animatrices radio. Voilà, toute femme qui apporte vraiment sa pierre à l'édifice dans la liberté, dans l'émancipation, et qui a envie d'en parler à sa communauté. Mais est-ce qu'il y a un engagement derrière ça, un peu quand même finalement, quand on parle de girl power ou de choses comme ça, on se dit que finalement c'est une façon aussi de reprendre le pouvoir d'un milieu qui était très très masculin à l'époque, et de se dire aujourd'hui il y a une égalité en fait. Oui, c'est pas prendre le pouvoir, mais enfin il y a le girl power bien sûr, mais c'est plutôt trouver une place pour les femmes et pour vivre ces sensations qui sont quand même très accessibles, incroyables, et qui sont souvent en fait
repoussé d'un revers de main par des oui mais la moto c'est lourd, oui mais la moto c'est rapide, mais tu vas te faire mal. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées reçues sur ce sujet-là. Voilà, c'est ça. Je pense qu'une femme qui va voir sa famille, ses proches et lui dire je vais passer le permis moto, c'est tout de suite ça qu'elle va avoir comme remarque. Jean-Marie Bordry écrit qu'il faudrait que Cécile de Bénibussy aille en sidecar et moi dans le side. Vous êtes partante, Cécile ? Surtout pas. Il faut dire qu'après m'avoir comparé à Bibendum, on peut dire que vous avez dérapé. En tout cas, ça s'appelle. C'est un très joli nom d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, Eudoxie ? Alors Eudoxie, j'avais fait des recherches de noms, prénoms de la région, parce que moi je suis originaire de La Rochelle, donc c'était un ancien prénom poitevin apparemment qui était très peu utilisé au début du siècle, et un prénom français, il y a vraiment une sainte, et je me suis dit mais ce prénom il est génial, il n'est pas du tout utilisé, il a une connotation hyper rock'n'roll, j'adore, et c'est comme ça que c'est parti. En tout cas ça s'appelle Eudoxie, allez voir sur le site internet. Merci beaucoup Camille Pigeonnier d'avoir été avec nous, cofondatrice. En tout cas si vous avez des envies de cheveux dans le vent, n'hésitez pas, une seconde. Merci beaucoup. Et c'est une impératrice byzantine, Eudoxie, c'est Jean-Marie Bordry qui nous le dit. Absolument. Magnifique. Et on en profite justement pour remercier Jean-Marie d'avoir préparé cette émission. Merci à notre équipe, Aude, Aurore et Benoît. Et on se retrouve lundi. Ouais. Moi, je vous retrouverai demain à 17h. Tout de suite, on vous souhaite un bon repos. Retrouvez bien vos doigts. Mais là, ça allait bien. Ce matin, c'est un peu, mais là, c'est très bien. Tout de suite, Sud Radio à votre service. Et ensuite, au cœur de la mêlée avec François Trio et l'équipe du rugby. Passez une belle soirée. Salut.